Czyje? Entrez vite, quoi. Je dois fermer la porte. Qu'on ne nous voit pas. Allez, entrez. Je suis né ici. Dès mon plus jeune âge, je passais devant un bâtiment qu'on appelait l'école juive. J'avais toujours envie de m'approcher. C'était un lieu tellement étrange, un peu choquant. Mais j'avais des copains qui y allaient. Un jour, ils m'ont invité à l'intérieur. Nous sommes rentrés, je me suis agenouillé. Je m'en souviens parce que pour moi, c'était un monde complètement nouveau, un monde étranger, une sorte d'Alice au pays des merveilles. Les restes de ses peintures, de lions, de tigres, de serpents, de pans. C'était tellement nouveau pour moi. Pour un garçon de 7 ans, ça a été un peu un choc. Le nord-est de la Pologne, une région de grands espaces où la communauté juive a vécu et prospéré pendant des siècles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs ont été exterminés, les plaines infinies sont devenues un piège. Il n'y avait aucun lieu où se cacher. La région, vidée d'une partie importante de ses habitants, reste hantée. On rencontre aujourd'hui de rares personnes qui se donnent pour mission de se tourner vers le monde juif anéanti, de transmettre ce que fut sa présence et ce que fut sa destruction ici, si difficile à admettre. Karol Głębocki, qui enseigne au lycée technique de Wysokie Mazowieckie, a le courage de confronter ses élèves à ce passé tabou. Quand le ghetto a été liquidé, certains juifs se sont échappés, certains ont survécu. Et on peut se demander comment ils ont survécu, comment ils ont fait pour subsister. Certes, globalement, une partie de la société polonaise, ou plutôt un certain nombre de personnes, ont essayé d'aider ces juifs, mais il y a eu aussi des attitudes indignes chez certains Polonais. Il y a eu des dénonciations, des chantages et aussi des pogroms. Quand j'avais l'âge de ces jeunes garçons qui m'accompagnent aujourd'hui, personne ne m'avait dit que dans ma ville natale, il y avait eu des juifs, qu'ils y avaient joué un rôle important, qu'il y avait eu un ghetto. Ce n'est qu'à l'université que je l'ai découvert. J'aime beaucoup le travail avec les jeunes et j'aimerais les éduquer de façon à ce qu'ils deviennent des citoyens conscients, connaissant cette histoire difficile, pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas d'histoire de la Pologne sans l'histoire des Juifs. Au silence s'ajoute le déni. Des historiens dénoncent les discours mensongers sur la Deuxième Guerre mondiale dans lesquels disparaît la responsabilité des Polonais dans l'extermination des Juifs. Ces discours ont régné en Pologne pendant 10 ans sous la gouvernance du parti PiS, Droit et Justice. Że naturalnym odruchem Polaków była postawa pomocowa, że cytuję tu premiera, prezydenta i ministra, setki tysięcy, a może i miliony Polaków niosły pomoc ginącym Żydom. Rzecz w tym, że jak wskazują wyniki sondaży, przeważająca część polskiego społeczeństwa zdaje się wierzyć w te kłamstwa lub skłonna jest zamknąć oczy i odrzucić fakty, które przeczą mile brzmiącym mitom, przekłamaniom. Dość tego. Des forces politiques d'extrême droite, représentées au Parlement polonais et européen, veulent faire taire tous ceux qui contredisent la propagande historique de l'État.
życie pośle. To jest zachowanie posła? Tak, to jest zachowanie posła Rzeczypospolitej. Une grande partie de la population réclame des changements profonds qui touchent aussi à la vision de son histoire, à sa liberté, à son espoir de pleine démocratie. Les élections législatives en novembre 2023 ont vu les Polonais, unis depuis le printemps, mettre fin au pouvoir autoritaire du parti PiS en votant pour Donald Tusk, libéral et pro-européen. Jan Tomasz Gross, historien et sociologue, a fait une découverte bouleversante. Il est l'un de ceux qui ont étudié les témoignages oubliés depuis la fin de la guerre dans les archives de l'Institut historique juif. Des témoignages qui documentent les crimes commis sur les Juifs de Pologne par les Polonais. En 2001, il publie un livre, Les Voisins, qui fait voler en éclats l'image que le pays a de lui-même. Jan Tomasz Gross s'est exilé aux États-Unis. Comme de nombreux juifs, il a dû quitter le pays en 1968 quand la dernière vague d'antisémitisme d'État accusait les juifs de sionisme et d'être à l'origine de révoltes étudiantes. Quand il revient en Pologne en 1989, il entame ses recherches. Je savais qu'il y avait comme une vérité cachée dans les témoignages que je lisais. D'une part, c'était l'histoire des personnes qui ont survécu à l'occupation et qui donc ont été sauvées. Dans la grande majorité des cas, grâce aux Polonais qui les ont aidés de différentes manières. Mais chacune de ces histoires était ponctuée par les récits de la misère que ces personnes ont connue avant la fin de la guerre. Par des trahisons de leur entourage polonais et par des déceptions. À chaque fois, il s'avérait qu'ils ne pouvaient compter sur aucune loyauté. Pół roku temu w Polsce w niewielkim nakładzie na 1000 egzemplarzy ukazała się książka Jana Tomasza Grossa pod tytułem Sąsiedzi. Na końcu tej książki zamieszczone są zdjęcia osób należących do społeczności żydowskiej miasteczka Jedwabne. Pan profesor Gross pisze, że zostali zamordowani przez sąsiadów, czyli przez społeczność polską tego miasta. This particular little volume was written very quickly as a result of kind of a moment in which I found some sources and then followed a trail of evidence. L'historien américain d'origine polonaise, Jan Gross, déclenche la polémique. Dans son livre, un recueil de témoignages, il conclut à la responsabilité des habitants polonais du village et non à celle des soldats nazis allemands qui occupaient alors la région. C'était pourtant depuis de nombreuses années la version officielle de l'histoire. Tu connais cet endroit? Oui, je connais. J'ai passé beaucoup de temps ici. C'est un lieu historique avec des archives uniques qui documentent la période de l'occupation, ainsi que l'existence des Juifs en Pologne après la guerre. Je venais ici pour lire les témoignages. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. Et puis, finalement, je suis tombé sur le récit de Wasserstein. Wasserstein a déposé ce témoignage probablement le 5 avril 1945, c'est-à-dire avant même la fin de la guerre. Découvrir que pratiquement 1600 personnes ont été assassinées dans un tel paroxysme de violence. W jednym takim paroksyzmie gwałtu c'est une chose extrêmement difficile à appréhender. À tel point que dans ma tête, Jedwabne se trouvait quelque part sur la Lune, pour ainsi dire.
50 ans après la guerre, Wasserstein retourne en Pologne, sur les lieux de son enfance, avec sa famille. Son fils filme le voyage. El día de hoy es martes 13, 1997. Cuando yo entré al pueblo, yo lo Por favor. Avec le caméscope familial, ils décident ensemble de dénoncer les vrais assassins. La explicación que esta es la entrada del pueblo donde vivía papi, los abuelos. Dale, habla. Donde yo vivía, donde yo nací y a donde yo sobreviví la guerra. Este pueblo fue quemado todo por los propios vecinos que nos acompañaban toda la vida de 1000 años. Nos acompañaban y ellos son que nos sacaron de las casas y los quemaron en un establo que no quedó nadie. Soy yo en este momento el sobreviviente, que yo he sobrevivido en esta zona que se llama la aldea Yanchevko. ¿Tú hablabas? A la iglesia. ¿Por qué decían lo mismo? Et voici ce que Wasserstein écrit dans son témoignage déposé à l'Institut historique juif. Je cite. À Jedwabne, jusqu'au début de la guerre, vivaient 1600 juifs, dont 7 seulement ont survécu, cachés par la polonaise Wejekowska, qui vivait près du village. Le matin du 10 juillet 1941, 8 hommes de la Gestapo sont arrivés dans la ville et ont tenu une réunion avec des représentants des autorités de la ville. La Gestapo a demandé à ces derniers quelles étaient leurs intentions à l'égard des Juifs. Ils ont répondu à l'unanimité qu'il fallait les exterminer tous. À la proposition des Allemands de laisser en vie une famille juive par profession, le charpentier local Bronisław Schlesinski a répondu « Nous avons assez de nos spécialistes, nous devons exterminer tous les juifs, aucun d'entre eux ne doit rester en vie. » J'ai vu de mes propres yeux les meurtriers ici mentionnés assassiner Hajcia Wasserstein, 53 ans, Jakub Katz, 73 ans, et Eliasz Krawiecki. Ils ont lapidé Jakub Katz avec des briques, poignardé Krawiecki à plusieurs reprises, puis lui ont arraché les yeux et lui ont coupé la langue. Il a subi une souffrance inhumaine pendant 12 heures jusqu'à ce qu'il meure. La casa ya no existe, ya es otra casa. La casa era de madera. No, de ladrillo, pero lo cambiaron. Pero era aquí en ese lugar. Este lugar, sí. Este lugar, esto era la entrada. Puis l'action principale, c'est-à-dire l'incendie, a été initiée. Ensanglantés, mutilés, ils ont été poussés dans la grange qui a été aspergée d'essence et incendiée. Ensuite, les bandits ont fait le tour des appartements juifs à la recherche des autres, des malades et des enfants. Ils ont porté eux-mêmes les malades jusqu'à la grange, ils attachaient plusieurs enfants ensemble par les pieds, les portaient sur le dos, les mettaient sur des fourches et les jetaient sur des charbons ardents. Après l'incendie, ils ont arraché avec des haches les dents en or et ont profané de diverses manières les corps pas encore décomposés de ces saints martyrs. Difficile de croire à une telle histoire. יש מורר בשמי וחיים כדורים על כל ישראל ומוריין איזה שומעים ריימו כביה ששומעו ואינו ועל כל ישראל ומוריין ונריקו מנהי רסיינו תדור
Moment naich, über meine Naich, 50, 56 Jahre, wie wir dem Gräßen, mit der sehr Gräßen weiter, was wir getan sind naich, unschuldige, ewig die Schomes, so zu sehen, als sein Mann, Maschins, so die Wette, man Gott, dass die Sachen so gesprochen werden und unser Mann so können verteidigen. Unser Volk kann die Volk unserer so gestunken werden. Teire Mami, teire Bruder, teire Freund, teire Schreine. In Gesegen sagt der Teir. Es ist mir sehr schwer, überziehen mein größten schweren Wehtag. Mami, ¿puede traducir qué dice aquí? Sí. Ahí dice que las tropas de Hitler mataron 1.600 almas judías el 10 de julio de 1941. Y en una declaración hecha por mi papá, declara que fueron los polacos y no los alemanes, que no es una mentira. Alemanes. Y es una mentira lo que está puesto en esta piedra. Niech mi pan powie tak szczerze, czy ten, jak on tam, Wassermann, nie, Wasserstein, i proszę państwa, a gdzie ten człowiek wszechwiedzący, kiedy jego ukryła rodzina polska na wsi? Gdzie on, co on widział? Ja tam niektóre fragmenty pana książki to ja znam, całej to ja nie znam i jej nie chcę znać, bo to jest tylko kolumnia, oszczerstwo narodu polskiego. Jeśli pan jest Polakiem i je chleb polski i plami tak naród polski, nie mam do pana zaufania i cała społeczność nasza. I proszę na Jedwabnej nie nalatywać, bo to Niemcy zrobili. Druga sprawa. Pan pisze, że 1600 Żydów zginęło w tej stodole. Ilu tutaj może być ludzi? Pan powie. Ilu tutaj może być ludzi? Będzie 400 osób? Nie, tak na oko. Będzie 400 osób? Ta sala, proszę pana, jest 2 razy większa niż ta stodoła była. Więc teraz pan sobie wyobraża 1600 osób pomieścić? Co to trzeba zrobić? Poukładać, proszę pana, poukładać. Tego nikt nie jest w stanie powiedzieć panu. Barbara Engelking et Jacek Leociak ont fondé le Centre d'études sur l'Holocauste des Juifs. Avec d'autres historiens, ils contrent le mensonge. Ce qui nous distingue des propagandistes qui créent une histoire alternative de l'Holocauste et des relations entre les Polonais et les Juifs, c'est que nous pratiquons la science. Nous sommes une équipe de recherche qui étudie les sources, les interprète, tire des conclusions, puis les vérifie à la lumière de nouvelles sources et de nouvelles informations. Le livre de Jan, Les voisins, a ouvert le débat et on a commencé à aborder le sujet un peu plus ouvertement. Ensuite, il y a eu une sorte de contre-révolution qui a consisté à nier ces faits. Les Polonais ont commencé à être présentés comme ceux qui, par millions, ont aidé les Juifs. Il serait temps que cette discussion redevienne calme. Mais en réalité, tant que cela n'entrera pas dans les manuels scolaires, il n'y aura pas de prise de conscience, ni de changement d'attitude. Malheureusement, dans les manuels d'histoire, on parle de ce sujet en évoquant essentiellement les justes parmi les nations. Ce qui est faux. Oui, c'est faux. Mais d'autres tueries collectives de Juifs ont eu lieu aussi dans cette région, dans de très nombreux villages. Par exemple, plusieurs centaines de Juifs ont été tués à Radziłów. Pendant des décennies qui ont suivi la guerre, il n'y a eu aucun récit sur ces masses de Juifs assassinés dans ces régions par leurs voisins. Lorsque les Allemands sont entrés dans le pays à l'été 1941. Jedwabne obsède les médias du pays.
Rodzi się pytanie, czy za to zbrodnię w Jedwabnem należy winić skażoną naturę ludzką, czy bardziej winne są systemy totalitarne, które w XX wieku zasiały nienawiść między sąsiadami. Nie bez powodu powiedziałam, że zaognia się sytuacja. Zawiązał się Komitet Obrony Dobrego Imienia Jedwabnego. Se révèle alors la croyance profonde selon laquelle les Polonais auraient été victimes des Juifs. Dobry wieczór. Ja chciałam się od pana dowiedzieć, jakie są grzechy Żydów wobec Polaków. Ja nie mogę mówić od razu. Ja zadałam to pytanie dlatego, że tak jak powiedziałam, wydawało się, że Jedwabne stanie się symbolem pojednania Polaków i Żydów, a tymczasem rozgorzała straszna dyskusja. A czy rozumie pan ból tych Polaków, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości tego, co się stało w Jedwabnem i właśnie mówią, że to nie my, Polacy, to Niemcy zrobili? Ja bym też wolał, żeby to Niemcy zrobili. Ja czytam te głosy i mimo całego ich zacietrzewienia, a czasem nienawiści, ja bym chciał, żeby wyszło na to, że Gross się omylił. Że omylili się naoczni świadkowie. Że omyliła się ludzka pamięć i tak naprawdę zrobili to jacyś Niemcy. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która mi się wydaje ważna. Ja, jako Żyd, ja wcale nie chcę, żeby mnie przepraszano. Ja oczekuję prawdy. Prawdy na pomniku, prawdy w podręcznikach szkolnych. Chcę, żeby o zbrodni jedwabińskiej uczyły się dzieci. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jak następnym razem się spotkamy, to odpowie mi pan na moje pierwsze pytanie, które zadałam. Pour la première fois, le déni trouve un rempart en la personne du président Aleksander Kwaśniewski, qui décide, malgré l'opinion publique, de reconnaître le crime. Relacja Szmula Wassersteina, który uratował się przed pogromem, stała się w 1949 roku przedmiotem śledztwa, zakończonego procesem przed Sądem Okręgowym w Łomży. Na dokumenty tego procesu powoływał się w swej publikacji Gross. Dzięki wielkiej narodowej debacie wokół tej zbrodni z roku 1941 dzisiejsza Polska ma odwagę spojrzeć w oczy prawdzie o koszmarze, który omroczył jeden z rozdziałów jej historii. Czcimy pamięć pomordowanych i wyrażamy najgłębsze ubolewanie z powodu nikczemności wykonawców tamtego mordu. Wyrażamy nasz ból i wstyd. Ceux qui refusent de demander pardon vont jusqu'à inventer au président une identité juive. Niech przeprasza w imieniu swoim, jako członek PZPR-u, Komitetu Centralnego i jako Żyd, ale nigdy jako Polak. I oto mamy do niego pretensje jako do tak zwanego prezydenta. Jego nazwisko jest Stoltzman, a nie Kwaśniewski. I syn zbrodniarza, żebyście państwo wiedzieli. Przeprosić naród polski, bo Żydokomuna wysłała na Sybir ludzi. Ile ludzi tam zginęło? Polaków. A to samo zrobili. To się ani słowa o tym nie powiedziało. Une agression dans la lignée de l'antisémitisme endémique qui a tué à Jedwabne. Les instructions qu'ont reçues les Einsatzgruppen SS spécialisées entrées après l'armée étaient d'encourager la population locale à laisser libre cours à son agressivité contre les Juifs et à ne pas l'empêcher. Et l'agressivité, sans parler de l'antisémitisme qui a toujours été profondément enraciné dans la population locale, s'inscrivait dans un contexte supplémentaire. Celui des 20 mois pendant lesquels les Soviétiques étaient au pouvoir dans cette région. On racontait que les Juifs collaboraient avec les Soviétiques et que, soi-disant, ils étaient en partie responsables de la persécution de la population locale. C'est un récit qui résulte d'un fantasme et qui illustre surtout l'état de conscience des antisémites. Il s'agit de ce qu'on appelle le schéma judéo-bolchevique.
La reconnaissance de Kwaśniewski met fin au déni, c'est un tournant. Mais les forces nationalistes et conservatrices et leurs électeurs se sentent méprisés et ripostent. Ils gagnent irrémédiablement en puissance. Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Dès son arrivée au pouvoir en 2015, le PiS diminue drastiquement les budgets de la recherche en histoire, dénigre les travaux des historiens et les attaque en justice. L'assaut de l'État contre l'histoire commence. Zdaniem Andrzeja Dudy Polska potrzebuje zdecydowanej polityki historycznej pokazującej prawdę o II wojnie światowej. Uważam, że pod auspicjami, pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej powinna także w naszym kraju powstać komórka prawna, która będzie po prostu wytaczała na całym świecie, oczywiście przy wsparciu prawników także z innych krajów, wytaczała procesy tym, którzy dopuszczają się kłamstwa. Et la violence médiatique et politique se libère. Szanowni Państwo, Jakub Maciejewski. Problem polega na tym, że profesor Barbarę Engelking przyłapano na bardzo poważnych kłamstwach historycznych, na fałszowaniu źródeł, wycinaniu fragmentów relacji świadków, tych fragmentów, które jej nie pasowały do tezy. Ale nie ma odwagi, mając miliony z całego świata, spojrzeć w oczy polskim historykom i porozmawiać nie na poziomie politycznym, ale na poziomie źródeł. Racja jest po naszej stronie. La vérité est de notre côté. Je suis convaincue que nous avons raison et nous disons la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé en Pologne pendant la guerre. Et aucune attaque, ni aucune fausse accusation ne pourra changer cela. Et il y a une chose qui me chagrine beaucoup. Et je ne vois pas la lumière dans le tunnel. Il ne s'agit pas seulement de la connaissance que nous avons de l'énorme quantité de travail de vos équipes. Dommage qu'on n'ait pas sur cette table l'ensemble de votre travail sur l'extermination des Juifs. Cette pile de livres dont votre équipe est responsable, ne serait-ce que les annuaires de 20 volumes pour l'instant. C'est incroyable, si vous les empilez l'un sur l'autre, un homme de grande taille pourrait se cacher derrière, n'est-ce pas? Et tout cela est une accumulation de connaissances. Je peux les empiler? Mais attention, il faudra en ranger tout ça après. Vous m'aiderez? Je suis pessimiste. Il s'agit de cette compréhension et de cette prise de conscience. Non seulement chez les écoliers, mais aussi chez les historiens. Le fait que la Shoah a joué un rôle absolument central dans l'expérience de la société polonaise, qu'elle y est intrinsèquement liée, que c'est un moment clé de l'histoire de la Pologne du XXe siècle, et même dans une perspective à plus long terme. Les différentes composantes politiques et religieuses de la société polonaise ne trouvent aucun intérêt à accepter la réalité historique. Znaczy jakby te dwie historie, historia Polski i historia polskich Żydów w tym okresie ze sobą się nie przecinały. W sytuacji, w której połowa miasteczka, polska połowa miasteczka wymordowuje żydowską połowę miasteczka, nie trzeba być specjalnie, prawda, sofistykowanym metodologiem, żeby rozumieć, iż losy tych dwóch społeczności są ze sobą splecione. Tragicznie. Dans ce débat à Varsovie, au moment de la sortie du livre, une jeune étudiante pointe le rôle de l'Église catholique. Il s'agit de la future historienne et anthropologue Elżbieta Janicka. Po to, żeby to wszystko mogło się wydarzyć, no właśnie, istnieje na początku jakiś elementarz i tym elementarzem faktycznie była na pewno nauka pobierana w kościele katolickim, również olbrzymia taka zasada, ale również endetka, czyli może bardziej w tym centrum, ale również umiarkowanie konserwatywna, rozwiązanie problemów ekonomicznych na przykład przez wysiedlenie Żydów i pozbawienie majątku. Retoryka, ta argumentacja i ten sposób myślenia jakby ciągle trwa. Tak, a tu jesteśmy w obozie zagłady. On se trouve dans le camp d'extermination. W miejscu, gdzie to się wszystko działo i gdzie... L'endroit où tout s'est passé et où reposent les restes des 900 000 juifs qui y ont été tués. Którzy tu zostali.
Sur les pierres, on devait inscrire les noms des communautés juives déportées et exterminées ici, à Treblinka. Je ne sais pas à quel moment précisément sont apparues les inscriptions qui ne devraient pas figurer ici, c'est-à-dire les noms des communautés juives qui ont été exterminées, non pas à Treblinka, mais là où elles vivaient. L'une de ces communes est Jedwabne. Ce n'est pas la seule pierre. À côté, il y a une pierre avec l'inscription Radziłów. Radziłów est un crime très similaire, commis dans la même région. Ici, à côté, il y a Grajewo. À Grajewo, le massacre a été perpétré de manière différente. Mais il était aussi l'œuvre des chrétiens locaux, sous l'égide de l'élite locale. Pod wodzą lokalnej elity. Cette pierre ici est l'exemple du négationnisme à la polonaise. On l'appelle le mensonge de Jedwabne. Un négationnisme qui nie la participation et la co-responsabilité des Polonais dans le sort des Juifs pendant l'Holocauste. Il y a aussi ce témoignage de l'ingénieur Królikowski. Il a vécu seul pendant quelques mois à Treblinka. Il se rendait régulièrement au travail et, en passant, observait les trains qui arrivaient. Il décrit comment des paysans locaux se promenaient avec des paniers remplis de montres qu'ils essayaient de lui vendre, ainsi qu'à des personnes venues d'ailleurs. Autour de Treblinka, il y avait une sorte d'émulation actionnée par ce camp. Il y avait par exemple des prostituées venant de Varsovie et aussi des femmes de la région qui se prostituaient avec le personnel du camp. Il s'y passait beaucoup de choses et il les décrit d'une manière absolument choquante. À la mémoire de Jan Maletka, assassiné par les Allemands le 20 août 1942 pour avoir aidé les Juifs. Les trains étaient encerclés par des villageois qui proposaient à des Juifs se trouvant dans le train une gorgée d'eau contre des dollars, de l'or et des diamants et des objets de valeur en tout genre. Et les convoyeurs étaient obligés de tirer dans la foule pour la disperser et permettre le transport du prochain lot de wagons vers le camp de la mort de Treblinka. Cet homme est mort, mais de fait, c'était un voleur. Et aujourd'hui, c'est lui le héros. Les pierres mentent. Elles vont jusqu'à inventer des héros fictifs sur les lieux de l'extermination pour cacher la véritable histoire. Ici commence le chemin du camp de travaux forcés Treblinka 1 vers le lieu des exécutions. Treblinka 1 na miejsce straceń i to jest ostatnia droga wszystkich żydowskich. C'est donc le dernier chemin pour tous les prisonniers juifs de ce camp. Polscy więźniowie również tutaj. Des prisonniers polonais ont également été détenus ici, généralement pendant une période courte. Aujourd'hui, cette route a été transformée en un chemin de croix.
Par conséquent, l'identité juive de la plupart des victimes de ce camp et de ce lieu disparaît complètement de vue. En 2014, Jan Gross, depuis les États-Unis, est toujours invité sur les plateaux de télévision polonais. Il est soutenu par l'historien Jan Grabowski. Esej profesora Grossa odsłania niesamowicie bolesny fragment historii, który wbrew temu, co pan redaktor powiedział, nie został jeszcze zagospodarowany przez polskich historyków. Jan Tomasz Gross nie jest żadnym naukowcem. To człowiekiem kompletnie za słowo nieodpowiedzialnym, który w sposób jest niepoważny, manipuluje źródłami, dopuszcza się ewidentnych oszustw. No więc w czasie tej rozmowy powiedział, że ocenia liczbę zamordowanych Żydów przez Polaków na kilkadziesiąt tysięcy. No, w tym eseju w książce napisał, że między 100 a 200 tysięcy. Na jego 50, 200 tysięcy nie ma żadnego... A czy z jakiegoś punktu, panie doktorze, widzenia, bo ta statystyka jest dość koszmarna, a jeśli to byłoby, przepraszam, w cudzysłowie, tylko, przepraszam za słowo, tylko kilkanaście, to czyni nam to jakąś różnicę? Jan Grabowski travaille depuis longtemps sur la résistance polonaise, une résistance héroïque contre l'occupant nazi, la plus grande fierté du pays. Je suis aux Archives nationales de Cracovie. Sur la table devant moi, il y a des documents concernant un événement qui n'est pas unique, à savoir l'exécution de masse commise en 1943 par une unité de l'armée de l'intérieur, le mouvement de résistance polonais contre les nazis. Il ressort de ces dossiers que cette unité de l'armée de l'intérieur a reçu un ordre dans ce sens de la part de leur commandant. Pourquoi cet ordre tombe-t-il? Parce que la population locale est angoissée par le fait que l'un des leurs cache des Juifs. Ils se disent que si les Allemands le découvrent, la vengeance allemande sera terrible. C'est pourquoi la population polonaise demande à la résistance de faire quelque chose avec ces Juifs. Cette chose, c'est l'exécution. Il s'agit de la correspondance datant de 1943 entre le commandant de cette unité et ses supérieurs. Le commandant ne leur explique pas pourquoi il a tué ces Juifs, il s'explique parce que ces hommes ont dévalisé leurs cadavres. Et c'est ça qui suscite de l'inquiétude au sein du commandement. Non pas que des innocents aient été assassinés, mais qu'il y ait eu un vol et que cela donne une mauvaise image du mouvement de résistance polonais. Je me suis rendu sur place et je me suis adressé au prêtre de Kalina Wielka. 6 mois plus tard, j'ai reçu une réponse de la part de ce prêtre qui était visiblement bouleversé par ce qui s'était passé. Cher Monsieur Grabowski, en parlant avec certaines personnes, j'ai appris que les Juifs qui avaient été tués dans la maison de Chir à Reginy-Borek, près de la forêt, avaient été exhumés de la grange et enterrés au cimetière de Kalina Wielka, près d'un châtaignier. Je pourrais vous indiquer cet endroit approximativement. Quelque part dans cette zone, les restes de ces malheureux ont été enterrés. Ça vaudrait peut-être la peine de mettre au moins un petit caillou ici. Un petit caillou. Oui, c'est le même. Le même. Stanislas Jazdowski. Ce monument est dédié à la mémoire du sous-lieutenant Stanislav Jazdowski, alias Zbik, commandant de l'unité. Je viens de vérifier dans le dossier. Stanislas Jazdowski est le commandant de la direction de la diversion de Ksiądz Wielki, qui a envoyé ses hommes assassiner des Juifs à Reginy-Borek.
Ce monument a été érigé en hommage à la résistance polonaise qui luttait contre les Allemands. Évidemment, le fait que cette résistance luttait aussi contre les Juifs n'est pas mentionné ici. D'autres personnes qui veulent vivre dans la vérité rejoignent les historiens. Anna Bikont est journaliste. Engagée dans le mouvement Solidarnosc, elle a cofondé la Gazeta Wyborcza, le plus grand journal du pays. Jedwabne fut pour elle le point de départ d'une enquête de grande ampleur. En 2001, elle retrouve Antonina Wejciechowska, la femme qui a caché Shmuel Wasserstein. Les deux femmes apparaissent ici dans un film tourné à l'époque de leur rencontre. Dzień dobry. Jak to się w ogóle zaczęło? Mietek Olszewicz przyszedł ze swoim bratem i prosił, żeby mąż ich przytrzymał, no ale przecież wiadomo, że był strach, że nie było mowy, żeby tam na chlebie czy gdzieś trzymać. A on powiedział, Mietek mówi tak, że mówi, panie Wyżykowski, ja wykopię schron i jak pan nas nie znajdzie, przytrzyma pan nas? A mąż mówi tak. No i mąż szukał i nie może znaleźć. To mówi, do cholery wychodź, też będę was trzymał. I to się z tego zaczęło. Szmulek, bo to było Stasiek nazywali. To trzeba dawać drugi schron. To było 2 schrony. Jeden w Górniku, a jeden schron był. Tam co owce stali na nich. No. Jakoś żyli, rozkosy nie mieli, no przecież, bo człowiek sam jej nie miał. Anna Bikont poursuit son travail en enquêtant sur les trajectoires des enfants juifs survivants. Ale od czego zacząć? Od Marysi. Od Marysi, tak? A już można mówić, tak? Tak. Można mówić. Jestem najmłodszym bratem Marysi Kosowicz. Rodzice naturalni Marysi przynieśli wieczorem Marysię i prosili rodziców, żeby ją przechowali przez noc. I rodzice naturalnie już nie wrócili. Tak, ale czy coś wiadomo o okoliczności, jak i przez kogo zostali zamordowani? Pomijmy ten temat. Dlaczego należy pomijać morderców? Nie mogę pobierać czegoś, co tylko słyszałem, co opowiadali, bo może to być nieprawdziwe. No to wiesz, jest tam pogłoska, że nasi partyzanci. Ale tylko które ugrupowania? Dlatego mówię. Rodzice Marysi byli właścicielami 3 kamienic. I te kamienice były na rynku też? Tak, te kamienice to jest właśnie to, co jest obłożone tym plastykiem białym. Marysia starała się o odzyskanie tych kamienic, ale gmina utrudniała i tłumaczyli się, nie ma żadnego aktu własności i to za symboliczną złotówkę sprzedali paskom. Została zapytana przez rodziców i przez księdza proboszcza Stanisława Zbroję, czy chce przyjąć chrzest. Powiedziała, że tak, przyjęła chrzest. Była gorliwą katoliczką do końca. Pojawiła się rodzina, odezwał się jeszcze jej brat cioteczny z Izraela, który zafundował grób. Ten grób znajduje się w lesie niedaleko Połańca na Wymysłowie, bo jest przypuszczenie, że tam zginęli jej rodzice.
zamordowani przez agentów niemieckiego okupanta. Nie istnieje coś takiego określenie w języku polskim agenci niemieckiego okupanta. Ale my to już wiemy, o kogo chodzi. Ale my już wiemy, o kogo chodzi i ci, którzy stawiali, przecież też to wiedzą, tylko widocznie bali się, że wtedy ten pomnik zostanie zniszczony, a chcą, żeby tu był. Marysia Kosowicz się nazywała Zylberberg, nie wiem jak miała na imię i była córką, tutaj jest napisane na tym pomniku, Józefa i Hai Zylberbergów. Ona sama mówiła, że na jej ojca mówiono Lejbuś. Estamos en la ciudad de Lodz. La calle se llama Piotrowska. Como se puede ver, es una ciudad textil donde vivía una gran concentración de judíos. Y los edificios son iguales. Los edificios son iguales. Los mismos edificios son cuando usted estaba joven. Todo el casco de Lodz y en los pueblos, en los cascos, los principales, eran de los hebreos. Voici selon moi un récit extraordinaire. Tout d'abord parce que l'auteur de ce récit n'est pas une femme juive. C'est une jeune paysanne qui travaillait comme bonne dans une famille juive. Elle s'appelle Karolina Sapetowa. Karolcia. Elle est très attachée aux enfants de cette famille. Et au moment où les Juifs du village sont déportés, elle reste avec 2 enfants juifs en bas âge. Et puis, le récit prend une tournure complètement incroyable. En fin de compte, tout le monde dans le village sait ce qui se passe et les gens savent qu'elle garde ses enfants. Et la situation se complique. Quelque part, pas très loin, les Allemands trouvent des Juifs et les tuent. Et la population locale subit des répressions à ce titre. Par conséquent, 1 fois, 2 fois, on a mis la pression sur Karolcia pour qu'elle se débarrasse des enfants. Elle va voir le maire du village, lui apporte des cadeaux, et dans un premier temps, ils s'arrangent ainsi. Mais arrive le moment où il n'y a plus de solution et les villageois se mettent tous d'accord. Il faut se débarrasser des enfants parce qu'ils représentent un trop grand risque pour l'ensemble de la communauté. On décide donc de leur couper la tête pendant leur sommeil avec une hache. Les enfants en entendent parler d'une manière ou d'une autre. Et elle décrit quand les enfants lui ont dit « Karolcia, ne le faites pas ce soir, ne nous tuez pas encore ». Et là, elle se sent mourir à l'intérieur. Tout à coup, elle a l'idée de faire croire à tout le monde qu'elle va noyer les enfants. Elle les emmène dans une charrette de façon à ce que tous les voient. Ça fait le tour du village et tout le monde pense qu'elle emmène les enfants à la rivière pour les noyer. Bien sûr, elle ne les noie pas et rentre avec eux à la maison sur la pointe des pieds. Ils survivront à la guerre bien cachés chez elle. Ay, qué rico, tan fresquecito. ¿Cómo se llama la flor que te gusta, mami? Beige. 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 Oh. ¿Y de qué recuerdos te trae? ¿Quién te traía las flores? ¿Ah? Mucho recuerdo de tantos años, ¿verdad?
ale i to fajnie, Stasiulka żona, tak? Stasiulka żona. Ja. Brat Stasiu, byli señora tata i żony, yo comía nazywali. a mi papá. Ale nie poznacie, gdzie się ukrywał. ¿Y dónde estaba escondido mi papá? Hasta que me cogieron, se cambió la topografía, ¿entiendes? Me siento que por aquí, vean, yo estaba así. Y arriba estaba ovejas y cerdos. Sacamos ese apodo porque estaba amarrado con un alambre muy delgadito para que no se veía. Entonces se sacó y se salió para hacernos, para ir ahí a ordenar todo. Y después cuando se entró, se jaló para adentro y con la mano se metió así la canoita hacia arriba. Así esto era. D'où vient la peur? C'est mon livre. Le livre que j'ai écrit et publié après Les Voisins. Ce sera le deuxième grand livre de Jan Gross, La peur, qui finalement fera vaciller la conscience du pays. Il l'écrit à partir des témoignages sur le pogrom de Kielce, des meurtres antisémites d'autant plus difficiles à accepter qu'ils ont été commis sur des survivants de l'Holocauste après la guerre. Tuż po wojnie, wiesz, przyjechało do Polski paru dziennikarzy, takich jidiszowych, prasy jidiszowej, od razu po wojnie. I to jest jeden z nich, Canin, Mordechaj Canin. Jeździłem po ruinach i zgliszczach 100 zgładzonych gmin żydowskich w Polsce. Byłem pierwszym i jedynym pisarzem żydowskim, który odbył taką podróż, ale nie podróżowałem jako Żyd. Mój brytyjski paszport, który miałem w kieszeni, pozwolił mi udawać angielskiego dziennikarza. Ten kamuflaż sprawił, że otworzyły się dla mnie serca setek Polaków. Przyjechałem teraz do Kielc i zastałem tam wszystko, co Żydzi stworzyli, ale bez nich samych. Spotkałem dosłownie pojedyncze osoby i nie w domach, ale przypadkiem, jak spotyka się ludzi na dworcu. Był taki czas na początku 1940 roku, że w Kielcach przebywało 28 000 Żydów. 400 kieleckich Żydów wróciło do domu i chciało zacząć od nowa, jednak Polacy postanowili nie dopuścić, by w Kielcach nadal byli Żydzi. Urządzili więc w 1946 roku pogrom. W Kielcach zostało w sumie około 20 Żydów, żydowskich chłopców i dziewcząt, których nie rozpoznacie na ulicy. Gdzie mieszkają? Nikt tego nie wie. Inżynier Brunon Piątek 4 lipca pojechał motocyklem na dworzec Kielce-Herbskie. Z chwilą, gdy pociąg wjeżdżał na stację, zaczęto z wagonów wypychać ludzi, opierających się wyciągali znajdujący się na peronie mężczyźni. Zaraz po wyciągnięciu ludzi zaczęto ich zabijać. Zabijanie odbywało się w ten sposób, że rzucano w biegających bezradnie po peronach i torowiskach Żydów kamieniami, aż padli. Sytuacja właściwie wszędzie wyglądała w ten sposób, że jechał pociąg z Kielc i ci ludzie będący w środku krzyczeli, informowali tych, którzy stali na stacji, o tym, że w Kielcach Żydzi wymordowali polskie dzieci. Bardzo proszę profesora Grossa. Proszę przestać. I proszę pana, w imieniu właśnie Kielczan, a nie tylko, bo i Polaków, niech pan nie sieje tego antysemityzmu. My sobie nie życzymy, rozumie pan? Pan jest nie profesorem historii tą swoją książką i o Jedwabnym, i o Kielcach. I pan to robi na pewno na zlecenie właśnie z Żydów w Ameryce Północnej. To nie ulega na przykład. I proszę przestać z antysemityzmem i z antypolonizmem. Dość tego, chcemy spokoju. My Żydów znamy, my Żydów lubimy. Ania Biken, bardzo proszę.
Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że przyjeżdżał do jakiejś miejscowości jedyny Żyd, który przeżył tą wojnę i był zabijany, bo miał maszynę do szycia, bo miał dom, którego nie chciano. Bardzo proszę o spokój. Proszę bardzo o nieprzerywanie wypowiedzi. Profesor, nie, dobrze. Proszę bardzo. Że brakuje w tej całej dyskusji o antysemityzmie, o roli Polaków w zagładzie, brakuje takiej postawy, tak, to się wydarzyło. To się wydarzyło, schylmy głowę i pomilczmy przez chwilę nad tym, co się wydarzyło. Pamiętam, że Début 2018 a été publié le livre Plus loin, c'est encore la nuit, dont je suis le co-auteur. redaktorem i współautorem nazywała się Dalej jest noc. 9 historyków, 9 historiens, ogromne 2 2 tomy. volumes énormes. Les Władze autorités étaient furieuses. wpadły w furię. To było w tym czasie, kiedy Polska À ce moment-là, la Pologne a adopté la loi sur la tak Shoah, polskie prawo dont o l'objectif Holokauście, était de pouvoir incarcérer les historiens którego pour celem 3 ans. było wsadzenie historyków do więzienia na 3 lata. Et notre livre parlait entre autres de l'ampleur de la complicité polonaise. Tego polskiego współsprawstwa, tego uczestnictwa De w cette niemieckim participation au projekcie projet génocidaire allemand. ludobójczym. Proces Le procès a trwał duré 2 ans, je chyba crois. 2 lata. En première instance, nous avons perdu, Pierwszej puis nous avons instancji gagné. przegraliśmy, Il potem ne s'agissait pas que de notre cas. Chodziło o więcej niż Il naszą s'agissait de sprawę. savoir s'il Chodziło o serait to, encore czy possible można de jeszcze w travailler Polsce sur l'histoire de la będzie Pologne, robić s'il serait possible historię, d'écrire czy sur będzie l'histoire de można manière pisać o historii indépendante ou bien s'il faudrait le faire comme l'exigent les Będzie trzeba autorités. pisać pod dyktando władzy. Je suis pessimiste, parce que je ne pense pas que tout ce travail et tous ces livres changeront radicalement l'attitude des Polonais vis-à-vis de l'Holocauste. Il y a des réticences très fortes au changement. Ce n'est pas que le PiS, ça concerne un large spectre des partis politiques. Il s'agit d'un consensus politique, vraiment. Nous sommes en minorité absolue. Et même aujourd'hui, après les élections d'octobre 2023, je n'ai pas l'impression que quelque chose change pour de vrai. Et en plus, tu sais, il me semble que ces livres sont la clé qui donne accès à la connaissance de ce qui s'est vraiment passé. Ils racontent ce qui s'est passé. La clé est là. Elle est dans ces livres. Le chemin vers la reconnaissance du passé est long. L'histoire de la stèle de Jedwabne en témoigne. Ce lourd passé risque toujours l'oubli, à moins que l'appel des historiens ne soit enfin entendu par l'ensemble de la société polonaise. Et que la parole, libérée, devienne l'histoire de toutes et tous, reconnue et assumée.